comme vous le savez, ce webinaire va porter sur le rôle des services publics de l'emploi dans la promotion du recrutement équitable. Nous avons un programme formidable, nous avons 4 panélistes de 4 pays et régions du monde et qui vont nous adresser pour la parole pour partager leurs connaissances, leur expérience, leur expertise et pour contribuer à aller de l'avant, pour comprendre aussi ce que les services publics de l'emploi peuvent faire pour la promotion du recrutement équitable. Je m'appelle Charles Crevier, je suis responsable du département de dialogue social, recrutement équitable et tripartisme ici au Centre international de formation de l'EIT. Et je suis très content d'être ici. Et l'EIT, en collaboration avec nous, est en train de proposer des événements ouverts en la matière du recrutement équitable. Et ça fait notre webinaire fait partie de cette série d'initiatives organisées en collaboration avec l'EIT. Aujourd'hui, nous allons avoir des experts internationaux, des praticiens et des personnes qui viennent des différents secteurs et acteurs qui vont prendre la parole et échanger et partager leur expérience et expertise pour comprendre comment les services publics de l'emploi peuvent contribuer à la promotion du recrutement équitable. Je suis sûr que ça va être une source d'inspiration pour nous tous et toutes et ça va enrichir nos connaissances. Je suis vraiment ravi de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui à notre webinaire et je suis très content aussi de voir des visages connus des collègues de l'EIT. Nous avons Anna-Karine qui est la spécialiste technique des services pour le marché du travail au BIT. Et là aussi un master dans sciences juridiques internationales et elle a une spécialisation dans le droit européen, de l'Union européenne et les droits humains. Elle vient du secteur des affaires internationales, des services de l'emploi suédois, où elle a travaillé pendant 17 ans. Elle a s'occuper de la planification, du suivi et du développement et élaboration de projets et de programmes comme projet manager. Elle était aussi responsable des aspects, disons, internationaux liés à l'agenda 2030. Elle a travaillé avec les mouvements des syndicats et des travailleurs et dans le cadre aussi de l'UE spécifique de la migration de travail. Elle croit que l'emploi est le facteur le plus important pour la réduction de la pauvreté, qu'il est totalement important pour nous tous et toutes de considérer cela dans le cadre de la mobilisation, la mobilité pardon, transfrontalière. Madame Anna-Karine Palm-Olson, vous avez la parole. Merci d'être là avec nous. Merci Charles, merci de ces propos d'introduction. Chers tous, merci d'être venus et d'avoir manifesté votre intérêt pour ce sujet. Je m'appelle Anna-Karine Palm-Olson et je travaille comme spécialiste technique au BIT. Le monde du travail a changé pour toujours. Et si nous savons une chose, c'est que la Covid-19 n'est pas la dernière crise mondiale que nous avons connue. Il y a eu des changements, les professions évoluent, elles changent et disparaissent, tandis que d'autres secteurs sont en plein essor. Tout cela dans le cadre de la mondialisation, la numérisation, les changements démographiques et le changement climatique aussi. Alors la multiplication des crises combinée à l'accroissement des inégalités à l'intérieur des pays et entre les pays risque d'entraver l'économie et le marché du travail encore plus que par le passé. Les leçons à tirer ou prises sont que les marchés du travail doivent accroître leur résilience pour nous assurer d'avoir une bonne approche vers l'avenir et de prendre des décisions, les décisions nécessaires pour l'avenir. Le monde du travail évolue rapidement et les réponses politiques doivent s'adapter pour fournir un soutien et une protection durable. L'ODD 8 est le dénominateur commun lorsqu'il s'agit de promouvoir la création d'emplois et le soutien au développement d'entreprises, ainsi que pour tenter d'atteindre le plein emploi tout en protégeant des conditions de travail décentes. Selon le SDG Compass, l'un des exemples d'actions clés de l'ODD 8 est de mettre en place des politiques fermes contre les pratiques d'embauche et de recrutement déloyal, en particulier celles qui concernent les travailleurs migrants.
L'un des principaux défis d'aujourd'hui sont l'inadéquation des compétences, la nécessité de transition vers l'économie formelle, de l'économie informelle à l'économie formelle. Les services de l'emploi sont au cœur des politiques du marché du travail et constituent des interventions rentables. Et les services de l'emploi sont au cœur des politiques du marché du travail et constituent des interventions qui peuvent être efficaces, qui soient publics ou privés. Ils fournissent des services d'intermédiation qui peuvent rendre les transitions sur le marché du travail plus transparentes et les appariements plus efficaces. Ces services visent à améliorer la rapidité et la qualité de l'adéquation entre les emplois disponibles et les demandeurs d'emploi. Ils contribuent alors à améliorer la productivité et la satisfaction au travail grâce à une meilleure euh, approche en général et une meilleure gestion des ressources humaines. Pour appliquer des réponses suffisamment flexibles, les SPE dépendent de plus en plus d'une coordination efficace avec leurs partenaires et la réussite de la coopération entre partenaires dépend de la capacité d'anticiper et d'influencer idéalement les changements du marché du travail. L'information sur le marché du travail devient de plus en plus importante pour permettre la transparence et des réponses actives plutôt que réactives. L'interaction entre les différents acteurs du marché du travail repose sur la confiance qui ne peut être instaurée que lorsqu'il existe des réglementations égales et précises, et aussi de la confiance qui peut être qui va être essentiel. Et alors, il est donc essentiel aussi que le système de réglementation des agences d'emploi privées soit élargi et perfectionné afin de garantir une facilitation équitable du marché du travail et de recrutement équitable. L'OIT veut soutenir les États membres et les mandants pour travailler et aller de l'avant dans ce sens. Alors contactez-moi si vous le souhaitez. Les demandeurs peuvent ne pas avoir les ressources ou les contacts pour aller vers l'adéquation de leurs compétences ou l'accès aux informations. Les employeurs, d'autre part, peuvent avoir du mal à trouver des candidats qui respectent qui possèdent les compétences et cela contribue à l'inefficacité du marché. Cela euh, confirme encore une fois l'importance d'avoir une bonne intermédiation et aussi une bonne coordination pour arriver à l'adéquation entre demande et offre des compétences. Cette inefficacité est encore plus patente lorsqu'on parle de recrutement à l'international. Pour l'agenda de durabilité, il est important d'avoir une intermédiation durable et une facilitation efficace du marché du travail pour affronter des potentielles crises que le marché du travail pourrait vivre, afin que le marché du travail soit aussi équipé de solutions adéquates. J'espère avoir une discussion enrichissante durant ce webinaire et je vous remercie de cette opportunité de vous adresser la parole. Charles, je vous Merci remets la beaucoup, parole. Karim. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Comme vous le savez, cette conférence est disponible en français, anglais et en espagnol. Donc, je me permets de poursuivre en français parce que c'est le moment de présenter différents intervenants. Donc, nous avons 4 panélistes de haut niveau qui viennent de pays différents avec des expertises pointues. Donc, la première personne que j'ai l'honneur de présenter est Madame Naïma Bari. Elle vient du Maroc, de l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences. Donc, au niveau de l'acronyme, on parle plutôt de l'ANAPEC. Donc, merci d'être avec nous, Madame Naïma Bari. Elle est la chef de la division service aux chercheurs d'emploi au sein de l'ANAPEP. L'ANAPEP a été fondée en l'année 2000 et a pour mission de contribuer à l'organisation et à la mise en œuvre des programmes de promotion de l'emploi qualifiés décidés par les pouvoirs publics. À cet effet, elle est chargée de faire la prospection et de collecter les offres d'emploi et la mise en relation avec les demandeurs. Elle assure également l'accueil, l'information et l'orientation de ces demandeurs, ainsi que les jeunes promoteurs. Vis-à-vis des employeurs, elle les conseille pour la définition de leurs besoins en compétences
Elle procède à la mise en place des programmes d'adaptation professionnelle, de formation et à l'insertion de la vie active en liaison avec les établissements de formation. Donc, Madame Barry, c'est un grand honneur de vous avoir avec nous. Donc, merci beaucoup d'être avec nous. Moving from French and moving from Morocco all the way to Sweden. Et on va passer du Maroc à la Suède. Et je vous présente John Scratch de l'EURES. Monsieur John, vous êtes le coordinateur national en Suède du réseau EURES qui a été lancé en 1994. C'est le réseau pour les services de l'emploi européen qui a le but de faciliter la libre circulation des travailleurs avec presque 30 ans d'expérience dans l'administration publique. Vous avez eu plusieurs casquettes qui concernent la coopération entre les acteurs principaux du marché du travail. Vous avez aussi facilité dans votre pays la coordination des services publics de l'emploi dans le cadre des services publics. Vous avez travaillé à la Commission européenne et vous avez travaillé aussi à la réforme de votre institution. Vous avez aussi lancé des activités et évalué beaucoup des services en public de l'emploi au sein de l'Union européenne. Merci d'être là pour partager alors avec nous votre expérience. Tunisie, j'ai le plaisir de présenter Madame Kensha Garbi de l'Agence tunisienne de coopération technique. Donc, Madame Garbi est la chef du service marketing et communication au sein de son organisation. Elle œuvre plus précisément à la direction de la communication, des études et du marketing. Elle est aussi le point focal sur les projets liés à la migration. Pour rappel, il faut savoir que l'Agence tunisienne de coopération technique est un organisme public à but non lucratif créé en 1972 pour partager à l'élaboration, à l'exécution de la politique de l'État en matière de coopération technique par la mobilisation de son savoir-faire et ses compétences humaines, ainsi que aussi les compétences institutionnelles au service de la solidarité internationale et du développement. Elle mène également des programmes et projets de coopération dans le cadre de la coopération bilatérale, également la coopération triangulaire, et ce, avec le partenariat des bailleurs de fonds tels que la Banque, la BID, la BAD, la BABDA, bon, ça fait beaucoup d'acronymes, et également avec le Centre international de l'OIT. Donc, un acteur important qui est connecté également avec les différentes agences internationales. Donc, Madame Gerbi, c'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille ici pour votre intervention qui suivra un peu plus tard. Donc, traveling once again through languages and also different countries, we're going to move from Tunisia all the way. On revient encore une fois à l'autre langue et je passe de la Tunisie à l'Allemagne où je vais vous présenter les derniers panélistes. La dernière panéliste, Madame Nicole Club, qui fait partie de l'Association mondiale des services publics de l'emploi, les WAPES, pour l'échange d'informations et de connaissances entre les services publics d'emploi. Il s'agit d'un partenaire mondial dans le domaine de l'emploi et du marché du travail. Il a été détaché auprès du WAPES à Bruxelles par l'Agence fédérale allemande pour l'emploi. Nicole travaille avec le service public de l'emploi depuis 2016, où elle a conseillé différents groupes de clients et dirigé une équipe d'agents de placement avant de déménager en Belgique pour travailler au sein de la représentation de l'Union européenne, de l'Agence fédérale allemande pour l'emploi. Donc, tous ces panélistes, les orateurs feront partie de notre panel. Et nous avons alloué 2 questions par panéliste. Donc, on s'attend à une réponse de 10 minutes à ces 2 questions. Pour commencer, alors on va commencer par le premier panéliste
Et je vais aussi tirer avantage des langues disponibles. Donc, on va entendre davantage de Madame Barry. Comme vous le savez, Madame Naïma Barry est la première panéliste. Encore une fois, soyez la bienvenue. Donc, on va s'intéresser certainement aux activités de l'ANAPEP. Je rappelle, l'ANAPEP est l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences du Maroc. Donc, selon vous, quelle stratégie l'ANAPEP a-t-elle développée en faveur des populations les plus vulnérables et notamment pour l'intégration des travailleurs migrants sur le marché du travail marocain? Je vous laisse la parole, Madame Barry. Merci beaucoup, cher ami du BIT, pour cette initiative qui nous intéresse particulièrement dans la mesure où nous avons besoin de feedback et de connaître aussi d'autres expertises ou d'autres projets qui concernent cette problématique particulière qui interpelle finalement tout le monde, qui interpelle les politiques, les acteurs, les familles, et les jeunes et les personnes vulnérables eux-mêmes. Ces personnes qui ne font pas souvent recours aux institutions, ils sont beaucoup plus en dehors de nos radars et qui tombent facilement dans l'isolement. Alors, les personnes, on les qualifie souvent de personnes invisibles, mais aussi peut-être ils nous qualifient d'invisibles, peut-être aussi ces personnes-là ne nous voient pas. C'est pour cette raison qu'il a fallu à un certain moment développer une stratégie spécifique pour qu'on soit aussi visible et qu'on puisse être en contact avec ces populations. Et on a commencé d'abord par essayer de connaître qui sont ces populations. Ensuite, au fur et à mesure du développement de plusieurs expériences pilotes, on a construit comme une partie de puzzle tranquillement des réponses avec des partenaires pour des problématiques qui sont aussi différentes. Et je donnerai des exemples de projets innovants sur lesquels on a travaillé. Il faut savoir que ce voyage, on l'avait commencé avec le BIT avec l'ouverture de notre offre de service pour les non-diplômés. Et on a enchaîné aussi pour d'autres populations après, avec les migrants, qui sont des personnes qui sont connues par le fait qu'ils ont un profil psychologique, socio-économique et culturel qui est complexe, mais également avec les jeunes NEETs, les femmes vulnérables, comme le cas des mères célibataires, les jeunes en milieu rural, les personnes en situation de handicap et les ex-détenus. Alors, quelle réponse on a essayé de chercher pour ces populations? Certainement l'idée d'offrir la même offre de service n'est pas une solution, parce qu'il a fallu aller changer de paradigme et aller chercher des solutions innovantes, co-construites avec l'environnement local, avec les acteurs externes. Et il a fallu surtout travailler sur le changement dans notre posture pour aller plus dans l'empathie, être beaucoup plus dans un esprit d'écoute. On ne peut pas accompagner des populations qu'on ne connaît pas avec les mêmes, avec une offre de service qu'on a développée déjà pour d'autres populations. Donc, il a fallu connaître les freins, sortir surtout des lieux. On ne peut pas les accompagner au sein de nos agences parce qu'ils ne viennent pas. Donc, il fallait sortir des agences, aller travailler sur le terrain. Il fallait aller chercher à les accrocher, à les mettre en réseau, à connaître mieux le territoire, connaître la toile des acteurs, connaître pour un maillage de l'offre de service territorial qui est plus proche des besoins des uns et des autres, chercher à approcher, décloisonner surtout et coopérer avec les autres acteurs. À un certain moment, chacun travaille dans son petit coin. Non, ça ne marche pas pour ce genre de population, surtout pour les migrants. Il va falloir chercher les complémentarités, les passerelles, aller dans la proximité et l'accessibilité des services. Et là, ce qui est aussi important, on a constaté qu'il a fallu travailler sur la formalisation. Il ne s'agit pas uniquement de développer des expériences, mais il faut les formaliser pour qu'il y ait une continuité, que ce soit au sein de l'institution ou à travers des échanges comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Travailler sur des problématiques plutôt individuelles. Il n'y a pas de solution miracle, mais chaque personne, il va falloir travailler avec elle sur son plan de développement individualisé. Il y a aussi la notion de passeur qui avait une connotation négative dans le cadre quand on parle de migration, mais là, on lui donne une connotation positive avec la notion de référent, qui est une personne qui va être un passeur, qui va aider la personne de sortir de l'anonymat, d'être plus visible et d'être accompagnée
en leur approchant des institutions, des services qui existent. Et il y a bien sûr le travail sur la valorisation des profils. Quand on parle de migrants, c'était souvent des gens qui n'ont pas ramené avec eux leur diplôme et qui ont du mal à faire valoir leurs compétences. Et du coup, il va falloir aussi travailler sur ce volet qui est très important, quoi qu'on n'a pas encore résolu ce problème. Il persiste toujours, mais on est en train de travailler là-dessus. Et finalement, je termine par le fait qu'il va falloir prendre en considération qu'il y a l'émergence d'un nouveau métier. Ce n'est plus le métier traditionnel classique de conseiller en emploi, mais c'est beaucoup plus un métier de conseiller peut-être itinérant, de coach pour l'emploi, de toute façon de personnes qui vont aller vers, qui ne vont pas travailler dans l'espace-temps normal. Ce n'est pas entre 8 heures et 16 heures, ce n'est pas non plus à travers les réseaux classiques, mais c'est beaucoup plus à travers la proximité de ces personnes dans les marchés, dans les activités sportives, les activités culturelles, qu'on peut approcher ces personnes. Donc, rapidement, je sais que le temps ne le permet pas, mais je vais essayer de présenter quelques expériences qu'on avait développées. Avec le BIT déjà, on avait commencé avec les non-diplômés, notamment à travailler sur la posture et le changement de posture des conseillers et à travailler sur une offre qui va attirer ces personnes à partir de possibilités d'emploi. Quand on a commencé à travailler sur les personnes migrantes, vous savez que le Maroc, à un certain moment, il était une terre de transit, mais il est devenu avec le temps un terrain où les gens ils s'installent, les migrants ils s'y installent. Et il a fallu développer la stratégie nationale de l'immigration de l'asile. On a fait un travail extraordinaire avec la direction des affaires de la migration et avec le projet BIT et avec le projet INABEL également, puisqu'on a travaillé sur la notion d'agent communautaire, des mesures spécifiques pour ces migrants, de contrats aidés, d'ouverture dans le système d'information pour les migrants, d'applications mobiles. Et on a aussi développé de nouveaux ARE. On a même travaillé sur la charte spatiale, parce que le fait qu'un migrant, quand il arrive dans une agence, ne serait-ce que de voir sur la charte une image qui représente, par exemple, un migrant, il va s'identifier à l'espace et par la suite à l'agent communautaire et par conséquent à l'agence et au service de l'agence. Et aujourd'hui, on est en train de travailler avec le BIT sur le bilan de compétences et le générateur de CV parce qu'on sait que c'est des personnes qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas ramené plutôt avec eux leur diplôme ou qui ont du mal à valoriser leurs compétences dans un territoire qui est nouveau pour eux. On a également travaillé pour le milieu rural avec la GIZ sur un dispositif très intéressant qui travaille sur le diagnostic territorial comme point de départ. Parce qu'on ne peut pas accompagner les jeunes sans connaître les opportunités des territoires, les acteurs des territoires et les limites aussi des territoires. Et ce diagnostic territorial, on essaie de l'articuler avec des formations courtes et avec des espaces d'orientation professionnelle qui sont animés par, comme le cas des agents communautaires. Et là, nous retrouvons toujours la notion d'aller vers les personnes. Ces espaces, ils sont animés par des personnes qui vont aller vers essayer de chercher les personnes, de les mobiliser, de les remobiliser et de les raccrocher en quelque sorte. Avec l'APP, on a fait une expérience sincèrement extraordinaire. On ne croyait pas beaucoup digital au départ. C'est pourquoi je disais que le travail de nos bureaux, ce n'est pas un travail qui va permettre de résoudre ce genre de problématiques. On croyait au départ que le digital, ce n'est pas fait pour cette population. Et pourtant, quand on a lancé l'acquisition de la plateforme de remédiation linguistique, on a été étonné de voir que 30% des personnes qui ont bénéficié de cette plateforme, c'était des personnes qui ont soit le niveau A1, soit moins que le niveau A1. Ça veut dire à peu près 60 000 personnes. Donc, ces 60 000 personnes qui ont un niveau moins que le niveau A1, c'est-à-dire ils ont des problèmes basiques de communication, de compréhension de phrases bien construites, sont certainement des personnes qui sont vulnérables. Et le fait de pouvoir les repérer avec le digital et continuer avec eux, avec le digital pour les rapprocher, c'était aussi une belle expérience. On a également travaillé avec le réseau de la deuxième chance, qui lui travaille sur la récupération de ces personnes sur le plan psychologique, mais également sur le repérage, et nous sur la partie accompagnement. Avec Swiss Contact, on est aussi sur une expérience qui a réussi, mais maintenant on est dans l'étape formalisation. Parce qu'on pense à la généralisation, à la continuité, à la pérennisation, on est en train de travailler sur le volet de
de formalisation et de modèle économique. Parce que finalement, quand on compte sur la coopération internationale, on peut avoir des mobilisations de fonds, mais ce qui est désormais important, c'est de travailler sur la formalisation et des modèles économiques pour pouvoir chercher des fonds au niveau des régions, au niveau des territoires, mais aussi au niveau national. Et ce qui est intéressant avec ce dispositif de coaching pour l'emploi, c'est qu'il est basé sur des approches individuelles. D'abord, la mobilisation à travers des actions communautaires, c'est très important. Et les actions communautaires, ils sont mis en œuvre par le jeune. C'est-à-dire que, et c'est pourquoi je dis la posture, elle est importante, on essaie beaucoup plus désormais de ne pas remettre le jeune dans la situation de l'école, mais c'est beaucoup plus d'être un facilitateur sur le plan pédagogique, laisser faire la personne, aller travailler sur des actions terrain et monter des actions collectives et créer les liens sociaux et le réseautage même entre les jeunes eux-mêmes. Et finalement, sortir avec un plan individualiste. Tout ça, je sais que c'est beaucoup d'expérience. On est conscient qu'on a beaucoup transpiré, mais aujourd'hui, avec Handicap International, on est en train de chercher, plutôt on a travaillé sur une feuille de route qui, elle, va essayer de regrouper tout ça dans une feuille de route globale qui, elle, va chercher à faire embarquer et les entreprises. Parce qu'on ne peut jamais y aller plus loin si les entreprises ne sont pas avec nous. Et là, on est sur un protocole de collaboration avec des entreprises qui, elles aussi, souhaitent mettre en place. Et c'est ce qui est intéressant au Maroc, c'est qu'on voit de plus en plus d'entreprises qui, aujourd'hui, veulent contribuer à cet effort de ramener des personnes de l'anonymat, de l'invisibilité, de l'isolement à l'insertion socio-économique, travailler avec des acteurs de la société civile, d'embarquer également tout ce qui est digital, les intervenants du digital avec nous et surtout d'adapter la communication. Parce qu'on n'a jamais pu atteindre des chiffres intéressants, par exemple, sur la plateforme linguistique, s'il n'y avait pas un accompagnement par le service de la communication qui ont utilisé les mêmes réseaux que les jeunes utilisent. Et c'est grâce à cette connexion, en quelque sorte, avec les outils et les moyens utilisés par les jeunes qu'on peut les ramener chez nous. Et bien sûr, on va continuer toujours sur l'adaptation de l'offre de service. On ne peut jamais dire qu'on a une offre de service parfaite. Et il ne faut surtout pas oublier aussi une très, très grande expérience que la Maroc a lancée dernièrement, la dernière année, enfin ça fait 1 an et demi, c'est le programme Aouraj qui, lui, a permis de donner une première expérience professionnelle à des jeunes grâce à l'intervention d'associations au niveau national. Et cette première expérience professionnelle va leur permettre, premièrement, d'acquérir une expérience professionnelle, c'est important. Ça va permettre de regagner confiance en soi, de développer l'estime de soi. On sait que ces jeunes, ils ont beaucoup de problèmes par rapport à cet aspect-là, d'être inscrits à l'ANAPEC et à la sécurité sociale. Tout ça grâce à des CDD, comme des CDD finalement, c'est des chantiers provisoires lancés au niveau national et qui impliquent des acteurs locaux au niveau national. Et je termine, je ne veux pas trop m'attarder parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et si on veut rentrer dans chaque projet, il y a tellement de choses à faire. Mais il est important de travailler sur la posture des conseillers, la posture des personnes qui travaillent même dans la direction générale et dans les régions, parce que c'est un projet d'entreprise. Chercher à formaliser, à développer des modèles économiques pour pouvoir convaincre les bailleurs de fonds et surtout la synchronisation. La synchronisation avec les jeunes. On ne peut pas accompagner un jeune si on n'est pas en situation de synchronisation avec lui à travers les outils de communication, la pédagogie, les approches de repérage, la synchronisation avec les acteurs de la société civile qui repèrent beaucoup plus facile que nous ces personnes, puisqu'ils sont déjà là à leur donner d'autres services, surtout des services psychologiques et des services sociaux. La synchronisation également avec le monde de la technologie. La technologie, il se développe et il est temps qu'on l'utilise. Par exemple, dans la plateforme sur les langues, on a, avec notre partenaire, on a pu travailler sur l'accessibilité numérique. Et là, aujourd'hui même, on est en train de faire des tests avec des malvoyants. Donc, tout ça, si on synchronise nos efforts,
on peut aller plus loin, sachant que il faut accepter de transpirer si on veut travailler dans ce genre d'activité et de ne pas surtout rester derrière un bureau, derrière les murs. Ça se passe ailleurs. J'espère que j'ai pas trop pris de temps, cher ami. Merci, Madame Barry. Merci de nous avoir donné une réponse très complète qui va vraiment dans une approche qui est individualisée, au cœur un peu des besoins de votre population cible. Je voudrais peut-être vous demander une deuxième question, peut-être très rapidement. Je vais vous demander de répondre en 1 ou 2 minutes sur une thématique qui est importante. Hein. Je voudrais savoir au niveau de l'ANAPEP, comment vous avez, par votre approche globale, vous avez été en position de faire la promotion des principes du recrutement équitable. Donc, peut-être en 1 ou 2 minutes, nous résumer un peu quelle a été votre approche globale au niveau du recrutement équitable. À vous. Par rapport à cette... Sincèrement, le premier jour où j'ai fait la formation sur le recrutement équitable, j'ai pensé aux populations spécifiques. On ne peut pas être équitable si on n'a pas pensé à cette population. Ceci dit, au-delà des changements des textes de loi par le gouvernement, de l'adoption d'un certain nombre important de textes sur la traite, le fait de donner le droit aux personnes d'accéder à des métiers jusqu'à maintenant réservés aux Marocains, je donne l'exemple d'artistes, de sages-femmes ou de médecins ou d'autres métiers. Donc, au-delà de l'ouverture de la ratification des textes juridiques, il y a aussi ce qu'on avait fait, on essaie de s'approcher des entreprises. Sincèrement, on veut mettre le paquet là-dessus parce qu'on croit que tout ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant, on a beaucoup travaillé sur les postures, sur l'ensemble de compétences, sur les prestations, mais il va falloir travailler aussi avec les entreprises qui sont déjà sensibilisées avant d'aller plus loin vers les autres entreprises. De toute façon, on a les entreprises, on a des personnes qui sont invisibles. Il va falloir qu'on ramène les personnes invisibles et les entreprises, il va falloir qu'on les sensibilise. Et c'est pour cette raison qu'on est en train aujourd'hui de négocier dans notre cadre de notre plan d'action, de voir comment intégrer les principes du recrutement équitable dans le cadre de la formation de base pour les directeurs des agences, pour les conseillers en emploi et pour les personnes qui travaillent avec nous dans le cadre des associations. Nous croyons que si ces personnes sont sensibilisés, sont bien informés, ils vont assurer une diffusion la plus pertinente possible au niveau des entreprises lors de la qualification des offres d'emploi. Et en même temps, auprès des chercheurs d'emploi lors des entretiens. Il y a aussi le fait de sensibiliser et de vulgariser aussi via les formations à distance et les webinaires, comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Tout ça, c'est important pour pouvoir concourir à la mise en œuvre des principes de recrutement équitable. Merci beaucoup, Madame Barry. C'était un plaisir de vous écouter, aussi d'écouter la sagesse, un peu des expériences très pratiques que vous mettez en œuvre maintenant au Maroc. Donc, à tous les participants, si vous avez des questions spécifiques, je vous invite à peut-être les entrer dans les questions-réponses dans la fonction du Zoom qui vous permettra justement vers la fin de ce séminaire, on va choisir quelques questions pour revenir au niveau de nos intervenants. Donc, c'est le moment, on ne va pas nécessairement prendre des interventions des participants, mais on vous invite à vraiment partager les questions que vous avez pour Madame Barry pour avoir la chance d'avoir des éléments supplémentaires de réponse pour la suite. Donc, Madame Barry, merci encore une fois. On vous garde avec nous pour la période de questions un peu plus tard. Bien sûr. Merci. Let me now move to John from the European Employment Service. On passe à John de l'EURES. John, comme je l'ai déjà dit, on est ravis de vous avoir ici. Votre institution a été lancée en 1994. C'est un réseau de services dans l'emploi européen qui a comme but la facilitation de la libre mobilité-circulation des travailleurs. Le réseau a toujours travaillé dur pour assurer aux Européens, aux citoyens européens, les garanties et finalement de travail, de pouvoir travailler au-delà des barrières linguistiques, culturelles, les frontières et aussi les limites et les défis bureaucratiques.
il y a quand même des cadres juridiques et normatifs très différents au niveau des différents pays européens et du point de vue aussi des certifications au niveau des titres d'études, certifications, etc. Alors, vous pouvez peut-être utiliser votre temps à disposition pour nous parler un tout petit peu comme l'EURES a choisi de décliner ses efforts durant ces 30 années. Merci, John, vous avez la parole. Voilà, parfait. Merci Charles. Et merci de m'avoir invité à ce webinaire. Je pense qu'il est important de considérer certaines circonstances dans lesquelles l'EURES se trouve à travailler. Dans le cadre de l'UE, la libre circulation des citoyens européens a déjà été établie dans le traité de Rome et a été plus tard élargi comme un droit dans les différentes législations nationales. Ce principe de traitement égalitaire et égal entre ressortissants nationaux et les autres. Malheureusement, il y a un petit problème technique de son et on n'arrive pas à entendre Monsieur John. La législation européenne est directement applicable dans les États membres. Alors, le reste peut coordonner ce travail. Un papa de s'excuse, mais la connexion de Monsieur John s'interrompt tout le temps. Il ne faut pas sous-estimer les avantages qu'on a dans le travail qu'on peut faire à ce niveau, dans ce cadre. Comme vous l'avez dit, l'objectif de RES est de fournir aux citoyens le soutien dans le cadre de la libre circulation et des travailleurs, comme le droit au traitement égal dans un pays qui est un pays différent par rapport au pays de naissance et d'origine. Le fait d'avoir un droit ne correspond pas forcément à une utilisation pratique de ce droit. Et nous savons qu'il y a des obstacles, des entraves, et certaines desquelles ont été mentionnées aussi dans la question de la présentation que vous avez faite. Ce mandat est très difficile à utiliser dans le cadre de l'UE. C'est plus simple de garantir la libre circulation des marchandises, par exemple, et ce droit, plutôt que la libre circulation des travailleurs. Si l'on considère les citoyens européens qui ont l'intention d'aller travailler dans notre pays, on demande par exemple les compétences linguistiques. Mais ce n'est pas le seul challenge, c'est le fait aussi de se déplacer, de changer le milieu, la société, le milieu culturel, laisser la famille. Quand on arrive dans un nouvel endroit, il faut aussi se familiariser avec la culture locale, mais trouver un logement et d'autres défis que vous connaissez très bien. Nous pouvons agir pour fournir des informations, pour améliorer ou pour réduire ces défis. Nous travaillons à la libre circulation, mais aussi la mobilité équitable et volontaire. Ce sont des autres principes. La mobilité équitable est un droit. On a le droit de rester et on veut aider les personnes qui souhaitent se déplacer. On veut aussi encourager les personnes qui souhaitent se déplacer à s'informer et à mieux s'informer sur les opportunités que ces personnes ont, mais que ce soit volontaire. Alors, une participation volontaire, c'est un principe important. Le volet équitable concerne le fait de respecter les règles, une rémunération égalitaire, par exemple, et juste et les autres principes. Il est très important au niveau de l'EURES d'être sûr que les personnes qu'on aide, auxquelles on donne notre assistance, comprennent ces principes. Si vous recevez notre assistance, vous saurez quels sont les principes
qui sont au cœur de notre activité. C'est très important que les travailleurs les connaissent et le sachent, mais aussi les employeurs, qui sont les autres acteurs qui doivent comprendre l'importance de ces principes. Si les employeurs souhaitent travailler avec nous, ils doivent prendre des compromis et s'engager, finalement, prendre des engagements vis-à-vis de ces principes. La stabilité du travail, c'est un autre principe. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est passer à la prochaine, au prochain panéliste, quand ça peut-être John va résoudre le problème. Panéliste de la Tunisie, Madame Kensha Garbi, qui est de l'Agence tunisienne de coopération technique, à être notre prochaine panéliste. Donc, merci d'être avec nous. On vous voit bien. J'espère que l'audio va fonctionner un peu mieux. J'espère exactement que effectivement que la connexion va tenir pour votre intervention. Donc, encore une fois, merci d'être avec nous. C'est un plaisir de pouvoir bénéficier de votre expertise. Et on va rester dans le sujet. Donc, on va essayer de comprendre un peu mieux votre organisation, quelles sont vos actions. Donc, on aimerait bien savoir quelle approche l'Agence tunisienne de coopération technique a-t-elle développée en matière de prospection et de partenariat avec les employeurs, aussi bien publics que privés, pour pouvoir enrichir notre conversation ici. Donc, Kensha, je vous laisse la parole. Je vous remercie, Charles. Bon après-midi à tous et merci d'être présent aujourd'hui dans ce webinaire. Comme vous avez présenté déjà l'agence, donc je vais compléter quelques informations sur la TCT. Donc, elle a une expérience de plus que 50 ans sur l'international et elle est parmi le premier organisme public tunisien qui a adhéré à la démarche du système management qualité pour obtenir la certification ISO 9001 en 2003 et elle travaille actuellement pour le passage vers la version 2015. Notre agence compte près de 90 collaborateurs avec 7 bureaux de représentation à l'étranger qui sont basés principalement dans les ambassades de la Tunisie dans le monde, aux pays du Golfe principalement. Donc, nos missions se tournent autour de 3, la prospection, la sélection et le placement des compétences tunisiennes à l'étranger, la promotion de la coopération sud-sud par l'assistance technique pour les pays en développement dans le cadre de la coopération bilatérale, multilatérale et triangulaire, et l'accompagnement, le suivi de la carrière professionnelle des coopérants, donc des Tunisiens recrutés à l'étranger. Au cours de ces 50 ans d'existence, la TCT a réussi à placer plus de 65 000 coopérants tunisiens à l'étranger et elle accompagne actuellement 23 425 coopérants qui travaillent en poste. Donc, pour l'approche de la TCT, afin de développer la prospection et le partenariat avec les employeurs, que ce soit sur le secteur public ou bien privé, c'est depuis les années 80 qu'elle a implanté ces 7 bureaux de représentation pour au sein des ambassades, bien sûr. Dans chaque bureau, il est supervisé par un conseiller de coopération chargé de la communication sur les services de l'agence, de la prospection des opportunités, de la promotion des compétences tunisiennes, du suivi, que ce soit administratif ou bien la défense des intérêts moraux de ces Tunisiens placés à l'étranger. Bien sûr, à part donc les bureaux, elle organise aussi la TCT des journées d'information à l'étranger au cours desquelles elle fait la promotion des compétences tunisiennes. Elle assure aussi des missions de prospection. Elle participe aux commissions mixtes de coopération avec les pays partenaires qui sont organisées par le ministère des Affaires étrangères tunisien. Elle organise des visites d'études aussi pour certains employeurs pour prendre conscience des besoins existants des compétences tunisiennes ici en Tunisie. Donc, sur le partenariat, la Tunisie a conclu plusieurs accords avec plusieurs pays et la TCT essaye à partir de ces accords de conclure aussi des partenariats avec des institutions étrangères de ces pays afin de fournir l'expertise et de placer des compétences tunisiennes, que ce soit dans le secteur public ou bien aussi avec le privé, principalement les agences de recrutement et les universités. Donc, notre activité n'a cessé d'évoluer et de s'adapter aux changements survenus. Elle a réalisé donc des résultats remarquables en termes de recrutement de compétences tunisiennes dans différents pays dans le monde et dans multiples spécialités. En 2022, par exemple, nous avons pu placer 3 511 Tunisiens dans différentes spécialités.
Les pays du Golfe, qui étaient considérés comme la principale destination de la coopération technique pour les Tunisiens, avec un taux de 70%, durant ces dernières années, il y a eu un changement complet du marché. Donc, au stade actuel, d'autres pays comme le Canada, l'Allemagne, la France, qui se placent en tête des recrutements. Et le taux, il est partagé entre 38% pour les pays arabes et 37% pour les pays européens. Parmi le premier prix recruteur, on trouve le Canada, donc sur l'Amérique du Nord. Et je vais parler de l'expérience du Canada comme principal partenaire. Donc, la coopération avec le Canada a commencé depuis 2018 et elle a connu un changement important au nombre de demandes et d'organisations. Donc, il y a eu signature d'un accord entre la Société de développement économique et l'Agence tunisienne de coopération technique. Cet accord, il porte sur la mise en disposition de compétences tunisiennes pour les besoins des institutions canadiennes de la province québécoise. Donc, le changement, il était au niveau de la demande. Au départ, il y avait des recrutements de la main-d'œuvre spécialisée. Par la suite, donc, le besoin a évolué et on recrute plus d'ingénieurs, des enseignants, on recrute dans le domaine de la santé, les paramédicaux, dans le domaine de la logistique, de la restauration et l'hôtellerie. Au niveau de l'organisation, au départ, c'était des missions individuelles de recrutement et actuellement, c'est des missions de recrutement conjointes qui recoupent plusieurs sociétés économiques de développement et plusieurs employeurs. Qui traitent directement en partenariat avec la TCT. Donc, il y a toujours le gouvernement canadien et l'Agence tunisienne de coopération technique de la partie Tunisie, avec donc les sociétés de développement économique et les entreprises québécoises. Donc, la TCT, ce qu'elle fait, elle fait la promotion des journées Québec, elle elle fait les opérations de recrutement, la sélection des candidats, l'organisation, que ce soit en virtuel depuis donc la COVID, donc en 2020, c'était virtuel. À partir du 2022, on a repris en présentiel, on a fait 7 missions de recrutement. Donc, sur les postes vacants, il y avait 1890 postes vacants, il y avait 180 entreprises qui étaient participantes, qui étaient partenaires aussi avec la TCT. Voilà, donc sur le plan partenariat et prospection, j'espère que j'ai bien présenté notre expérience. Absolument, une expérience qui est très riche, qui nous permet de voir vraiment l'ampleur de votre agence tunisienne de coopération technique. J'ai une deuxième question pour vous, pour nous permettre d'approfondir et d'en savoir un peu plus. Comment l'offre de service de l'agence tunisienne de coopération technique aux employeurs et aux candidats évolue-t-elle en fonction du contexte? Et comment facilite-t-elle le recrutement équitable? D'accord. Donc, en fait, l'activité de l'agence tunisienne de coopération technique, elle repose sur 6 principes. Donc, le partenariat, la solidarité, l'égalité des chances, le recrutement équitable, l'engagement et la transparence. Donc, le recrutement équitable, il fait partie des principes de l'agence. Donc, la TCT, avec ses services offerts, elle se porte garant pour l'employeur et pour l'employé, qui est le candidat tunisien, afin d'assurer un recrutement équitable durant toutes les phases de recrutement, donc pendant, après, avant le départ, pendant le départ, après le départ et au retour aussi. Donc, sur toutes les phases, on assure donc un recrutement équitable. Les services de la TCT aux employeurs et aux candidats ont évolué vers le digital et ont été améliorés en 2019 avec le lancement du nouveau portail atct.tn qui propose des services en ligne. Donc, que propose l'offre de la TCT? Donc, l'offre de la TCT pour les employeurs, elle leur permet donc un accompagnement. Donc, l'accompagnement, il commence dès la réservation de l'hôtel, l'envoi donc des convocations, que ce soit par SMS pour les candidats pour l'entretien. Elle met à disposition les bureaux et la logistique humaine et matérielle nécessaire. Elle accompagne également les employeurs dans la réalisation des tests pratiques dans les centres spécialisés et elle assure des formations complémentaires pour les candidats selon le besoin de l'employeur. Mais en ligne, elle offre donc un espace pour l'employeur qui lui permet de déposer son offre,
d'accéder directement à la CVTech pour sélectionner des candidatures, de suivre toutes les étapes du processus de recrutement. Donc, une fois l'employeur est créé son espace, il y a un processus de validation de l'employeur et de l'offre même. Donc, c'est la TCT qui vérifie si l'employeur il est fiable et que l'offre qu'il propose est bien une offre qui donne des conditions de recrutement et d'un contrat équitable. Donc, il y a une négociation au préalable des contrats, une étude de l'offre également. Donc, une fois elle est validée, il y a une diffusion de l'annonce qui se fait sur le site web, sur nos pages Facebook, sur les réseaux de la TCT. Et on a reçu la vérification des diplômes des candidats pour garantir donc un bon recrutement. Quant aux candidats, donc les services qui sont offerts par la TCT, donc ils ont un espace aussi personnel qui leur permet de s'inscrire en ligne en créant donc un CV en ligne en 3 langues, en arabe, en anglais et en français. Donc actuellement, nous avons 25 000 candidatures enregistrées dans notre CVTech. Ce que nous offrons aussi en ligne, c'est de postuler, de consulter l'offre sur le site et de suivre leur candidature tout au long du processus également, de voir s'ils sont retenus ou bien non pas retenus ou bien ils sont invités à passer un entretien. Donc, à part ça, donc la TCT elle accompagne le candidat en l'assistant à la préparation de son CV, à se préparer à l'entretien, mais aussi à des séances d'information collective pour le pays d'accueil même. Voilà donc grosso modo ce que fait la TCT et ce qu'elle offre comme service. Merci. Vous avez très bien répondu à cette question sur le recrutement équitable. Donc, j'invite tous nos participants, si vous avez des questions supplémentaires qui sont spécifiques à Mme Gerby, donc elle reste avec nous. Elle aura la chance de prendre une des questions vers la fin. Merci vraiment d'avoir, vous êtes étendu vraiment sur un portfolio d'activités qui est prometteur, qui est aussi très pertinent, qui semble très efficace. Donc, merci de venir enrichir cette conversation. So before I move to Germany, I'd like to Avant give de passer à l'Allemagne, j'aimerais bien m'assurer que l'audio fonctionne. let me give it a shot because what we did with John, we had the first question. Avec John, on avait la première question concernant les chances, la complexité de la langue, l'avenir, tous les processus qui sont très compliqués et qui ont porté à une réponse sur le besoin nécessaire au niveau européen. Mais j'aimerais bien passer à la prochaine question, John. L'organisation, donc le réseau de services européens, EURES, a un impact multiple. Donc, il y a un portail là où on trouve plus que 4 millions d'emplois, 5 000 employeurs enregistrés, 1 million de CV. Les organisations membres de du réseau d'emploi européen de services d'emploi, compte 1000 experts en mobilité formation pour aider les travailleurs et les employeurs. La question est la suivante. Comment les réseaux soutiennent-ils le principe de la mobilité équitable de la main-d'œuvre? Vous avez la parole. Nous avons quelques instruments pour supporter la mobilité. Et de cette perspective, nous avons des informations et des principes de transparence. Récemment, nous avons eu des problèmes concernant le support financier. Nous avons les informations concernant le marché du travail, concernant le diagnostic de lacunes, donc de demande d'offres, puis concernant la publication sur les conditions de vie dans et de travail dans chaque État membre, y compris les obligations légales pour les travailleurs et les employeurs. Voilà, donc concernant l'aspect information et aussi les réseaux humains. Cela concerne les informations. Cela concerne aussi la transparence. Nous avons les emplois offerts disponibles.
Nous avons analysé le côté demande, mais après la réforme en 2016, nous nous penchons aussi sur les CV des personnes qui souhaitent avoir leurs données transmises au portail pour trouver un équilibre qui puisse bénéficier les candidats ainsi que les employeurs, donc les services qui sont disponibles. Je mentionnais la réforme. À la mi des années 2000, on a apporté du changement à cette structure. La façon de répondre aux offres d'emploi pour la candidate à travers des intermédiaires avec des opportunités techniques. On a, pour des raisons de transparence, dû enlever les obstacles dans la procédure. On a dû s'appuyer donc à ce type de service. La recherche d'emploi est devenue une procédure plus complexe. On a offert une complémentarité de services pour les chercheurs d'emploi. Et c'est là pour un service reliable, fiable. Comme je le mentionnais, pour le bénéfice de la mobilité. Les chercheurs d'emploi doivent comprendre leurs droits et les employeurs doivent appliquer les règles, suivre les règles nationales. Lorsque nous avons élargi le réseau, nous avons compris que lorsqu'il y a des organisations privées et non à but lucratif, il faut comprendre que les principes fondamentaux doivent être suivis. Il faut avoir une culture, la compréhension de ce droit et ce devoir. Nous avons par exemple 15 partenaires, les services d'emploi. Ces acteurs sont devenus partie du réseau en ce qui concerne les opportunités. C'est là au bénéfice de la communauté. Ils souhaitent faire partie de ces réseaux. Il s'agit donc d'un réseau existant, engagé pour ces principes. C'est là pour inviter à suivre cette procédure. Donc, pour dire qu'il est très important que les parties prenantes connaissent leurs droits et leurs obligations. Merci beaucoup, John. Merci pour cette intervention, pour avoir défini ce qui se passe au niveau européen, non seulement les défis, mais aussi les activités pour mobiliser des experts. Cela est très important et étonnant ce que vous avez pu obtenir. Comme transition maintenant de la présentation européenne,
on va prendre une perspective plus internationale. Et donc, le dernier intervenant, Nicole Club, qui vient de l'Allemagne, elle travaille pour l'Association mondiale des services publics d'emploi. Alors, Nicole, encore une fois, merci pour être là, pour nous dédier votre temps précieux et partager votre expérience. Donc, il y a deux questions que j'aimerais bien poser. On part avec la première question. Est-ce que vous pouvez nous dire davantage de la WAPES, l'Association mondiale des services publics d'emploi? Peut-être les participants souhaitent en savoir davantage et on aimerait bien savoir comment l'association aide ses membres. Vous avez la parole, Nicole. Merci beaucoup, Charles. Merci aux intervenants qui ont déjà parlé. Cela a été très intéressant d'écouter d'autres perspectives à propos des approches différentes. Oui, bien sûr, je suis là aujourd'hui au nom du WAPES, qui est l'Association mondiale des services publics d'emploi. Il s'agit d'une petite association qui a débuté dans les années 80 avec un groupe des pays européens, avec l'Organisation internationale du travail. Et à partir de 2012, WAPES est devenu une association mondiale des services publics d'emploi. Nous avons notre siège à Bruxelles. Nous ne sommes pas en Allemagne. Nous avons le siège à Bruxelles. Maintenant, nous avons 8 États membres qui se sont réunis à travers différents États. Je viens de l'Allemagne, de l'Agence fédérale d'emploi, là aussi la France, les services publics d'emploi de France. Aussi, nous avons des collègues de Japon au nom du ministère de l'Emploi japonais et aussi d'autres membres sous la loi belge. Nous avons donc différents aspects des cultures des pays différents. Avec notre membre, 76 services d'emploi dans 5 régions différentes, Asie-Pacifique, Afrique, le Moyen-Orient et les pays arabes et aussi les Amériques. Donc, nous travaillons dans 3 langues, le français, l'espagnol et l'anglais. Et, comme je le dis, la structure est très diversifiée. Notre mandat, comme organisation internationale, nous accueillons des services d'emploi d'autour du monde. Notre mandat premier est promouvoir la coopération, l'échange de connaissances et les pratiques meilleures parmi les membres. Nous offrons aussi une plateforme de collaboration et un réseautage pour les services publics d'emploi avec les agences. Et cela dépend bien sûr du cadre légal de chaque pays. Nous fournissons des différents services qui peuvent inclure un conseil pour la carrière, programme de formation, services pour les chômeurs et différentes initiatives de développement. Donc, ce que nous faisons, ce que je fais toute la journée, je fournis support pour services publics d'emploi aux différents pays. Nous travaillons étroitement avec les agences et aussi avec les opérateurs qui essayent de résoudre les problèmes et partageons les expériences positives. Nous menons des recherches, analysons les politiques, trouvons des solutions pratiques, fournissons des services meilleurs, aussi la conception de programmes de formation et d'ateliers de formation, les personnes qui travaillent dans les agences. Nous tenons une communication avec d'autres services et différentes perspectives. Nous essayons donc de créer un réseau, une communication parmi les personnes. Notre membre, donc un membre en termes concrets, nous avons un échange par le pair.
Nous organisons des ateliers. Nos membres ont l'opportunité d'apprendre les uns des autres. Donc, c'est vraiment comme une approche modèle. Nous adoptons des approches qui fonctionnent d'autres agences. C'est SAMPEST, c'est-à-dire une mission stratégique sur les services d'emploi dans les contextes pays. Nous avons des conseils et maintenant, nous sommes dans une phase de rétablir des programmes. Nous avons déjà quelqu'un qui a participé à ce programme de formation, préparer les services et on va appliquer ces modèles, tirer des approches positives pour être partagés avec des agences de services publics d'emploi. Alors, c'est la manière de apprendre les uns des autres. Nous avons aussi une plateforme de partage des connaissances ainsi que des forums de discussion, des archives pour partager des ressources, des cas d'études. Nous avons aussi disons, de matériel dédié à notre membre pour montrer les différentes approches, ce qui a eu succès, ce qui a fonctionné, quelles ont été les difficultés. C'est là pour, disons, agir à différents niveaux, qui est très intéressant. Et donc, essayer de créer un réseau avec les membres, trouver des solutions positives, donc, qui est souvent le cas. Oui. Nous supportons aussi des programmes pour le développement des compétences et tenir compte des difficultés des membres. Nous avons aussi d'autres projets pour l'avenir en collaboration avec l'OIT, en particulier la Convention 88, en collaboration avec d'autres États membres pour assurer les processus de recrutement équitables. Et comme je viens de dire, il s'agit d'une approche qui va aussi avec la divulgation du processus concernant le recrutement équitable. Nous menons des recherches dans le développement des politiques. Nous avons des groupes de travail travaillant sur le marché du travail et l'économie verte. C'est quelque chose que nous sommes en train d'établir maintenant qui demande des actions et porte à la nécessité d'expliquer de bons exemples aussi pour les autres États membres. Il s'agit d'un thème crucial et qui peut s'appliquer à différents pays. Bien sûr, le travail d'un pays ne s'arrête pas à la frontière. Et donc, nous sommes en train de travailler aussi sur cela de manière à engager davantage les États membres. Comme je le dis, nous avons aussi des événements organisés, un réseau, des rencontres au niveau régional, de manière à s'engager dans des discussions, comme nous sommes en train de le faire maintenant, des événements sur le thème de net, les personnes qui ne sont pas dans l'emploi, ni dans l'éducation, ni la formation. Nous organisons des événements. Le prochain événement sera tenu au mois de novembre avec les États membres pour parler des différents concepts de ce thème. You did. That's quite a long list of activities. Merci d'avoir listé toutes ces activités. Merci d'avoir partagé votre portefeuille d'activités qui est très riche pour vos membres. Je voudrais revenir aux pratiques de recrutement équitable. Si vous pouvez aller droit au point en nous donnant des exemples d'initiatives ou de pratiques de recrutement équitable et comment vous les déclinez dans le cadre général de vos activités. Oui, j'en suis préparé un peu à ça et j'ai parlé aussi à certains membres. Il serait intéressant aussi
de savoir ce que les autres pays représentés ici font et ont fait. Il y a des approches différentes que j'ai analysées. J'ai appris moi-même. La Corée du Sud, par exemple, utilise l'approche de recrutement aveugle, qu'on appelle aussi name blind, aussi, pour promouvoir la discrimination et pour que on se concentre sur les qualités ou les compétences et non pas sur les caractéristiques physiques. C'est-à-dire, c'est des demandes de travail qui sont anonymes. Durant la première sélection, c'est justement pour assurer que les choix se basent sur l'expérience, sur les qualités, les compétences. C'est intéressant. Ils utilisent ce type de système d'évaluation aveugle, entre guillemets, c'est-à-dire il n'y a pas d'information personnelle et c'est une autre manière pour réduire la discrimination et le biais en général et pour garantir l'impartialité. En 2017, la Corée du Sud, on avait demandé aux candidats des informations personnelles, mais à partir de 2019, il y a eu cette loi sur l'évaluation et le recrutement en général aveugle a été élargi comme champ d'application en passant à des entreprises qui avaient autour de 30 employés. Alors, c'est simplement pour vous dire qu'il y a eu des évolutions au fil du temps. Dans le cadre de la Corée du Sud, ce sont des initiatives en fait qui s'harmonisent avec l'OIT, avec la perspective de recrutement équitable. Il y a un autre exemple que je voulais mentionner aujourd'hui, c'est la Macédoine. Et il y a dans le contexte spécifique de la Macédoine, la population rome ou romain. Et alors, on peut dire qu'il y a eu des programmes spécifiques visant l'élimination de la discrimination vis-à-vis de la population rome. Et là, il y a eu un engagement de la part des institutions publiques. Il y a un centre, par exemple, qui s'occupe de la promotion de l'intégration des personnes roms dans le marché et avec des projets spécifiques pour la protection de groupes vulnérables et des chômeurs roms aussi. Ce sont des activités qui se basent sur des services d'information sur les opportunités d'emploi, mais aussi des approches plus individuelles pour comprendre les besoins en termes de compétences et les compétences déjà acquises. Dans le nord de la Macédoine en particulier, c'est la focale de ce type d'initiative pour garantir en général l'accès égalitaire et équitable au marché et lutter contre, comme je vous le disais, la discrimination basée sur l'ethnie ou l'ethnicité. C'était un autre exemple que je tenais à vous illustrer. Mais il y a d'autres exemples d'alignement des pratiques de recrutement avec les normes internationales, les normes par exemple sur la négociation collective et la liberté syndicale, les États-Unis par exemple qui luttent contre l'exploitation du travail et l'esclavage en garantissant les principes de recrutement équitable pour garantir les droits humains. Il y a la commission d'opportunités équitables d'emploi qui s'occupe exactement de cela, dont le mandat porte sur cet alignement que je mentionnais. Ce sont des mesures, là encore, qui s'alignent avec les principes de l'OIT sur le recrutement équitable pour la promotion d'un milieu équitable, non discriminatoire et qui vise à protéger les travailleurs. Et là, c'est les exemples que j'ai collectés de nos membres.
Mais bien sûr, on pourrait faire beaucoup d'exemples, mais considérant le temps que j'avais à disposition, je vous ai donné l'exemple de la Corée du Sud, de la Macédoine et des États-Unis. Si vous souhaitez me contacter ou me poser des questions, je suis là à disposition. Merci, Nicole. Là, c'est exactement le moment de notre webinaire où on pose les questions et on répond aux questions. Alors, je le répète, et vous avez la possibilité de poser des questions aux 4 panélistes. On va faire la sélection nous-mêmes. Nous allons faire la sélection d'une question pour chaque par conférencier, conférencière. Si l'on considère un peu plus spécifiquement les questions qu'on a déjà reçues, on a identifié une question. Voilà. Voilà, c'est un petit test pour voir si les chaînes fonctionnent bien. La transition entre l'anglais et le français. Donc, on est à un moment de la formation qu'on va vraiment rentrer dans la période de questions et réponses. On vous invite à utiliser la fonction questions-réponses qui est disponible dans Zoom. Et on va essayer de trouver une question ciblée pour chacun des panélistes. J'étais en train de dire qu'on avait déjà reçu une très bonne question de la part de Maxime Haquet. La question était pour Madame Barry. Donc déjà, Madame Barry, je vous invite peut-être à vous préparer pour la question. Je vais vous la lire telle qu'elle a été formulée dans Zoom. Bonjour, je suis Maxime Haquet, expert emploi décent pour le compte de la CEEAC, donc au niveau de l'Afrique centrale. La question de libre circulation et de reconnaissance des compétences et qualifications dans notre région est un véritable défi. La mise en cohérence d'un mécanisme régional serait un atout pour notre région. Nous avons eu l'atelier avec le BIT, mais plusieurs pesanteurs demeurent. Donc, Madame Barry, on aimerait bien avoir votre perspective, on aimerait bien avoir vos idées sur cette question particulière. Donc, je vous donne la parole. Merci pour la question très pertinente. L'un des principaux freins d'insertion pour beaucoup de personnes, pas uniquement les migrants, c'est la reconnaissance des compétences. Quand on avait commencé l'ouverture sur notre offre de service, notamment pour les non-diplômés, peut-être, Madame Barry, vous m'écoutez? Je vous invite peut-être à ouvrir votre caméra. La caméra est toujours fermée. Pardon. Je vous invite à ouvrir la caméra. Très bien. C'est bon? Donc, je disais que quand on avait commencé l'ouverture de notre service pour les non-diplômés, le premier frein qu'on avait identifié, c'était finalement ça, c'est que quand vous avez quelqu'un qui n'a pas un diplôme, comment valoriser sur son CV ses compétences? Donc, toute personne qui n'est pas diplômée, la valorisation de l'expérience est très importante pour faire valoir son profil auprès des entreprises. Après, avec les migrants, on a eu le même problème, et sinon pire, parce que les gens, même quand ils ont des diplômes, ils les empêchent sur eux. Par conséquent, la reconnaissance de l'expérience et des diplômes devient une question cruciale. Au Maroc, il y avait beaucoup d'initiatives dans ce sens. Nous-mêmes, au niveau de l'ANAPEC, avec la GIZ, on a entrepris une initiative avec des représentants de métiers, de secteurs d'activité spécifiques, par exemple le cas de la coiffure, par exemple, et d'autres secteurs, pour essayer de donner aux migrants une attestation de reconnaissance de certaines compétences. Sauf que il serait intéressant d'avoir un document qui est officiel et qui est reconnu pour que la personne puisse, en plus de la reconnaissance de certaines compétences, poursuivre sa formation dans des centres de formation ou carrément prétendre à des offres d'emploi qui, elles, exigent certaines compétences et exigent une attestation qui certifie les compétences. Et dans ce sens, on a travaillé avec le département de la formation professionnelle et aujourd'hui, il y a un texte de loi qui est sorti, mais on attend toujours les décrets d'application. Mais personnellement, je reste convaincue que ce chantier devrait être mis en œuvre en étroite collaboration avec les décideurs, bien sûr le gouvernement qui va sortir les lois et les textes d'application, le département de la formation professionnelle, les entreprises et surtout avec les personnes
comme je disais tout à l'heure, les personnes concernées, parce que sans elles, on peut avoir des textes qui sont compliqués. Voilà. Super. Merci beaucoup, Madame Barry. Merci d'amener des compléments d'information à cette question qui est importante pour ce webinaire. Je regarde maintenant les questions qui ont été formulées à travers les questions-réponses. La prochaine question s'adressera plutôt à Madame Kensha Garbi. Donc, la question vient de Madame Dilara Rousou Louvain. Et la question est la suivante. En fait, la question est courte, mais on parle plutôt au niveau stratégique. Donc, la question, Madame Rouzulava voudrait savoir quelles sont les stratégies de suivi pour les gens qui sont placés au niveau des différents employeurs et un peu qu'est-ce que votre organisation fait dans ce sens en termes de suivi. Je vous laisse la parole, Madame Garbi. Merci. Donc, pour le personnel du secteur public, donc les fonctionnaires de l'État, ils bénéficient d'un mécanisme de détachement qui est mis en place par l'État tunisien pour garantir le bon placement à l'international. C'est-à-dire que l'employé, durant la période où il est recruté, il y a un suivi qui est fait par la TCT pour l'évolution de sa carrière professionnelle, donc un suivi administratif, mais aussi à son retour, une fois que le contrat est terminé, donc dès son retour, il peut regagner son poste où il était auparavant dans son établissement d'origine en Tunisie. Donc, le mécanisme de détachement, il permet aussi de lui faire bénéficier de sa retraite complète à l'âge de la retraite en payant, donc en continuant à payer sa cotisation dans les pays où il n'y a pas de convention de couverture sociale entre les deux pays. Mais aussi donc la promotion et l'évolution. Pour le personnel du secteur privé, donc il conclut un contrat avec la TCT qui lui permet de préserver ses droits. Bien sûr, que ce soit le personnel du secteur public ou bien du secteur privé, les conseillers de la TCT qui sont présents dans les bureaux de représentation à l'étranger ont le rôle de suivre auprès de l'employeur et vérifier la bonne intégration de ces recrutés par des visites sur les lieux, ou également on envoie des enquêtes de satisfaction à l'employeur même pour s'assurer que le candidat il est bien intégré. Ou le candidat même, il peut envoyer donc au siège une réclamation qui est traitée par la direction de gestion des coopérants ou à l'ambassade de la Tunisie dans le pays d'affectation. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Madame Garbi. C'est des éléments qui sont cruciaux au niveau du suivi, puis justement pour s'assurer que les gens qui sont placés au niveau des différents employeurs ont vraiment des recours et qui peuvent justement être appuyés par votre agence. Donc, merci d'avoir répondu à cette question. Let me now move to English. I'm going to try once again with John. Je passe au français et je passe à l'anglais, pardon, et on espère que cette fois-ci, John a une meilleure connexion. Alors, la question est la suivante. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose en plus par rapport au régime de mobilité ciblée? Quel est le type d'assistance et de soutien pour les demandeurs, les chercheurs et les employeurs? À vous. John. Vous êtes sur silencieux, monsieur? Oui. C'est une très bonne question, comme je vous l'ai dit. Reste à commencer par information, transparence, adéquation. Et il y a 10 ans, la Commission européenne a fourni des financements pour ce régime de mobilité ciblée de l'EURES. C'est une manière pour combiner les services les services fournis aux employés, aux chercheurs et aux demandeurs et aux employeurs. C'est un soutien financier qui a comme but enlever les coûts qui sont parfois importants quand on décide de se déplacer et d'aller travailler à l'étranger. À partir de la pandémie, il y a de plus en plus d'entretiens en ligne, mais il y a alors
l'entretien comme outil, et puis la rélocation. On paye pour le billet d'avion, par exemple, si la personne souhaite être réallouée, on pourrait dire, se déplacer. Et les cours de langue, par exemple, parce que comme je vous le disais au début, l'une des barrières principales, ce sont les barrières linguistiques. Et alors, on fournit les ressources financières pour une formation linguistique dans la langue du pays où vous souhaitez aller, même avant de partir et de vous déplacer, d'aller travailler dans le nouveau pays. Et il y a aussi des soutiens spécifiques ad hoc pour des personnes ayant des besoins spéciaux et spécifiques. Et par exemple, si vous vous déplacez avec votre partenaire ou avec votre famille, par exemple, vos enfants, vous pouvez recevoir des coûts, des financements supplémentaires. Il y a aussi un soutien financier pour les employeurs, bien sûr, pour l'introduction d'un nouvel employé dans leur entreprise. Il y a des coûts, bien sûr, et en général pour les employeurs, en particulier s'ils recrutent un travailleuse de l'étranger. Alors, il y a aussi des flux d'argent, un financement pour rendre le recrutement de la personne étrangère plus durable et faisable. Et là, ce sont des services complémentaires, on pourrait dire, aux services qu'on a déjà mentionnés, qui sont les services traditionnels. Merci de cette réponse par rapport à ce régime de mobilité ciblée. C'est un exemple très intéressant, peut-être sur lequel on pourrait se pencher par l'avenir et on pourrait approfondir. Il y a aussi une question pour Nicole, et alors je suis vraiment très content de lui passer à nouveau la parole. La question concerne sur votre association qui est consacrée au service public d'emploi. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le rôle de vos membres et les initiatives dans le cadre du recrutement, le milieu en général, le scénario change, et est-ce que vos membres ont organisé des initiatives à la hauteur de ces changements? Alors, comme je vous l'ai dit, nous considérons de près les changements dans le scénario du recrutement pour anticiper aussi les tendances futures et pour analyser les actuels aussi. Il est très important quand même de considérer ce qui va se passer à l'avenir et d'essayer d'anticiper aussi les tendances. C'est l'une des tâches principales que nous avons. Aujourd'hui, il y a beaucoup de changements démographiques dans beaucoup de nos membres. C'est l'un des sujets chauds actuellement. Et c'est une situation qui se réplique dans plusieurs pays. Alors, on essaye d'être proactif. Alors, il y a comme des programmes de réqualification, d'upscaling, par exemple, upskilling pour faire en sorte que ces changements, cette population qui évolue et qui change soit prête à affronter l'avenir. Et la décarbonisation, c'est un autre sujet important. Il y a des projets pilotes pour certains pays qu'on va répliquer aussi dans d'autres pays et qui se basent sur l'économie verte, l'emploi durable. Un autre volet, c'est l'économie sociale. Et les membres qui soutiennent l'économie sociale, c'est-à-dire des objectifs sociaux ou environnementaux, des entreprises ayant des objectifs sociaux ou environnementaux. La migration, bien sûr, c'est un autre volet qu'on considère de près, les flux migratoires et les changements des tendances, et en considérant le recrutement équitable et les principes, on considère aussi, comme on l'a dit, par exemple, les compétences linguistiques pour les personnes qui souhaitent émigrer pour des raisons de travail. Et c'est quelque chose qu'on fait et que les services publics d'emploi font et dans le cadre duquel ils s'engagent.
en comprenant l'importance des migrants pour la cohésion sociale, pour la croissance économique et aussi les conséquences en termes de cohésion sociale qui doivent être prises en considération. Ce sont des exemples d'activités et de focales et d'accents qu'on a décidé de mettre qui vont rester, c'est sûr, pour l'avenir. Merci de cette question. Merci Nicole, merci à vous. Et du point de vue de la gestion du temps, on est très près à la fin de notre webinaire. On a eu l'opportunité d'adresser la parole et une question à chaque conférencière. On a parlé des services publics, d'emploi. On a parlé de comment ils s'engagent dans le cadre des principes de recrutement équitable dans cette dernière prise de parole. Et les plateformes de connaissances, de partage de connaissances, le partage d'informations, d'expertise, des initiatives comme notre webinaire sont des initiatives clés et très importantes pour nous. Alors, merci à vous tous et toutes pour avoir été ici avec nous, pour avoir trouvé du temps dans votre emploi du temps très riche pour ce webinaire. Mais avant de clôturer, je voudrais inviter les collègues de l'EIT, Madame Gayla Rofreezer, et elle travaille au département Fundamentals à Genève. Elle est la project manager du BIT à Genève en la matière et se concentre sur un programme sur l'initiative de recrutement équitable au niveau mondial. Alors, c'est la personne qui s'occupe de mettre toutes les pièces en collaboration et en coordination, de coordonner tout ça. Et avant de cette initiative, de ce projet, elle a travaillé comme responsable technique mondiale sur l'inclusion et la subsistance au PNUD. Elle vient d'un contexte de sciences environnementales. Elle a travaillé dans les cadres de programmes de subsistance, réponse aux crises et crises climatiques et environnementales en Afrique. Et on l'invite à nous adresser la parole pour des propos de clôture et peut-être aussi nous parler des initiatives de l'avenir. Alors Gaëla, vous avez la parole. Merci beaucoup, Charles, et merci aux participants pour les très bonnes questions et l'échange vivace dans la chat. Le nombre de participants de cet événement reflète l'intérêt dans les services publics d'emploi. Il y a eu plusieurs exemples où les services ont travaillé en pratique et de manière à aborder les lacunes et protéger les droits des travailleurs. Je souhaite partager donc la situation dans les différents pays. En Amérique latine, on a fait des efforts pour renforcer les services aux travailleurs nationaux et migrants et pour partager les informations entre pays. En particulier, les services en Colombie et d'Équateur sont engagés dans un projet pilote soutenu par l'OIT dans le cadre des services échangeant les informations sur les postes vacants. Les demandes d'emploi ont été déroulées. Cela permet, par exemple, à un ingénieur civil vénézuélien arrivant en Colombie d'accéder à des offres d'emploi non seulement en Colombie, mais aussi en Équateur. Et un élément clé de ce projet pilote est l'adoption par les services de l'emploi des principes de recrutement équitable. D'autres pays, comme le Pérou, ont exprimé leur intérêt à participer au projet pilote. Aussi, le partage d'informations au niveau régional. Dans ces exemples, comme au Maroc, nous avons vu un exemple excellent. Les services publics d'emploi favorisent activement l'intégration socio-économique en aidant à répondre aux besoins du marché du travail et en guidant plus efficacement la recherche d'emploi pour les migrants dans les pays d'accueil. Donc, il s'agit d'une approche d'un système proactif.
le développement de réseaux régionaux est une évolution prometteuse, mais il s'agit également d'un parcours complexe, comme l'explique Page John en prenant l'exemple de reste aujourd'hui des régions qui ont l'avantage d'avoir une langue commune. Pour la plupart des pays, ont un bon point de départ, mais d'autre côté, il y a de nombreux défis à relever dans l'absence d'un cadre juridique harmonisé pour la mobilité des travailleurs, un cadre de gouvernance centralisé pour l'information. Donc, il s'agit de défis complexes, mais en même temps, les développements de communautés économiques régionales dans les régions, par exemple le Tchad, la région d'Afrique, constitue une plateforme essentielle pour stimuler le dialogue et donc des communautés de dialogue qui commencent à fournir deux plateformes essentielles pour stimuler le dialogue, les politiques visant à promouvoir la libre circulation des personnes entre les pays. D'autres exemples, par exemple dans les États arabes, il y a un engagement limité dans le recrutement de travailleurs migrants, mais il y a quelques exceptions. En Arabie saoudite, on a lancé une plateforme de recrutement numérique en ligne pour les travailleurs domestiques en Arabie saoudite. Elle a été conçue pour aborder des problèmes comme le recrutement, en particulier la facturation illégale des frais aux travailleurs, la substitution de contrats. Et c'est le seul moyen de recruter des travailleurs domestiques dans les pays. Il a contribué donc à promouvoir la transparence du processus et constitue également une source importante de données. La numérisation des services de l'emploi s'accélérait pendant la pandémie de COVID-19, qui a créé un contexte dans lequel certains employeurs ont dû licencier des travailleurs, d'autres dépendaient de la main-d'œuvre internationale et ont eu du mal à répondre aux besoins. Dans ces contextes aussi, dans les États arabes, plusieurs pays comme Bahreïn, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite ont mis en place des plateformes web de mobilité d'emploi pour assurer la mise en relation entre les employeurs et les travailleurs migrants. Alors, ces plateformes numériques ont évolué post-COVID pour prendre un rôle dans la mobilité interne et la favoriser et offrir une alternative au recrutement international. Je pense que l'un des facteurs en termes de leçons à tirer de cette journée de principaux enseignements et des remarques de présentation est comment les services publics pour l'emploi répondent aux changements constants. Nous avons commencé par Anna Karine, qui nous a parlé de l'importance des SPE, regardant la résilience et l'intermédiation et la facilitation des services dans un monde qui change, qui est porté par des changements importants, démographiques, climatiques, le besoin de développer des modèles inclusifs, donc l'adaptation au changement qui est constant. Le Maroc, avec ses lignes de service pour les travailleurs, l'attitude proactive, le réseau EURES, dont on a parlé, qui favorise la mobilité, mais aussi d'autres membres, d'autres profils dans les membres. Des personnes qui souhaitent obtenir des informations sur les opportunités et faire partie de ce système de partage d'informations centralisé. La Tunisie, l'expérience tunisienne, que je juge très bonne, qui reflète cela, comment les services publics d'emploi peuvent vraiment favoriser la compréhension des tendances dans les marchés du travail et qui adaptent leurs services et leurs offres d'après la demande d'emploi au niveau international. Je pense aussi la présentation très informative de WAPES, qui a donné des réponses basées sur le besoin pour comprendre les tendances. Donc, l'Association mondiale des services publics d'emploi promouvoir la non-discrimination, qui est une tendance très importante et dans les nouvelles pratiques, on l'a retrouvée. Avant de clore cet événement, je sais que nous avons déjà dépassé le temps et il y a plusieurs participants encore là. Merci beaucoup aux orateurs.
Merci à nos excellents interprètes. Merci à les interprètes vous remercie pour l'écoute. Merci à notre modérateur des sessions Crevier, à l'équipe de l'OIT qui a préparé, le centre de formation de l'OIT qui a préparé l'événement. L'événement est enregistré dans les 3 langues et sera disponible sur le Knowledge Hub. Cet événement fait partie d'une nouvelle série de webinaires thématiques proposés par le Centre de connaissances FRI. Nous organiserons un autre événement. Vous pouvez vous enregistrer pour obtenir des informations. Nous aurons une autre session après l'été. Il y aura un autre événement concernant les services publics pour l'emploi, sur le lien à la collaboration entre public et privé. Et il y aura un événement sur l'accès au recours à la justice en cas d'abus de recrutement et un événement sur les indicateurs de pratiques de recrutement déloyales. Donc, merci beaucoup à vous tous pour votre participation. Je vous souhaite une bonne journée, bonne continuation de votre journée.